En Guinée, en quoi l'instruction aux fins de poursuites judiciaires adressée par le procureur général ne peut juridiquement prospérer? Le 4 mai 2022, le procureur général M. Charles Wright a adressé des instructions au procureur de la République aux fins de poursuites judiciaires par voie de dénonciation contre l'ex-président de la République de Guinée, Alpha Condé, ainsi que plusieurs responsables de son régime renversé le 5 septembre 2021. Et suite à la publication de l'ordre de poursuite pénale sur la base des dénonciations et à la lecture du document en l'espèce, un certain nombre de points susciteraient une certaine résonance dont il convient de relater. Monsieur le procureur général, nous sommes persuadés de votre soif d'établir la justice partout en Guinée où l'injustice aurait été commise, et cela quelles que soient les circonstances ou la période, afin de mettre un terme à l'impunité. Ainsi, l'acte de poursuite adressé au procureur de la République pose des problèmes de temps quant à la commission des infractions visées. Il souffre de l'assise légale. Il pose le problème de la capacité et de l'intérêt à agir. Il regorge d'énormes difficultés quant aux personnes pouvant faire l'objet de poursuites pénales. Il y ressort donc un sérieux vice de forme, mais aussi de fond. D'abord, sur la poursuite sur dénonciation. Vous n'êtes pas sans savoir combien de fois l'examen d'une affaire fondée uniquement sur une dénonciation peut poser tant de problèmes quant à la constitution de preuves et à la fiabilité de leurs sources. Quels critères allez-vous prendre en compte pour déduire de la fiabilité de la dénonciation, d'autant que la plupart des crimes présumés n'auraient pas été commis de manière directe par les personnes visées. Ainsi, de la capacité et de l'intérêt à agir. Il ressort du document en cause que la mise en œuvre des poursuites intervient suite à une plainte formulée par le FNDC, entendu le Front national pour la défense de la Constitution, et dont un cabinet d'avocats étrangers basé à Paris prendrait fait et cause. À ce niveau, faut-il s'interroger sur la nature juridique même du FNDC? Est-ce une association, une ONG, simple société civile? Quelle est sa personnalité juridique? Répondre à ces séries de questions serait primordial pour un meilleur déroulement d'éventuelles poursuites pénales. Et comme nous sommes ici en droit, et que le droit existe toujours un fondement juridique, vous avez pourtant bien souligné les conditions permettant à une association de se constituer partie civile. Il ressort que l'action civile est celle qui appartient à la personne lésée par une infraction pénale. Alors, ou bien le FNDC est une association, ou au contraire, ses membres ne pourraient agir en justice que de manière individuelle. Et s'il faut qu'ils agissent de cette manière, alors comme vous l'avez également mentionné que cependant, l'action civile n'est ouverte qu'à celui qui a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit ou encore une contravention. Dans ces cas, le FNDC n'étant pas une représentation émanant de la volonté générale de la nation, il n'y aurait probablement pas de possibilité juridique en ce sens d'agir dans cette affaire. Par ailleurs, si les membres du FNDC ayant été emprisonnés estiment vouloir agir pour avoir été victimes d'une détention arbitraire ou extrajudiciaire, alors ils peuvent saisir la justice de manière individuelle et non pas au nom du FNDC qui, jusqu'à preuve du contraire, reste dépourvu d'une personnalité juridique précise. Ainsi, le FNDC n'a ni la capacité ni l'intérêt à agir. Nous savons le contexte de la création du FNDC. D'ailleurs, tous les partis politiques de l'opposition s'étaient quasiment ralliés à sa cause et s'estimaient appartenir au FNDC. À ce titre, il convient de se demander qui est FNDC
Est-ce que des partis politiques de l'opposition sont-ils aussi membres à part entière du FNDC? Ou bien c'est une représentation nationale ou un simple mouvement des citoyens qui voulaient défendre une cause liée au changement de constitution à l'époque? Ensuite, vous exigez la poursuite contre tous ceux qui ont procédé à l'organisation d'une manifestation et au cours desquelles des violences auraient été commises. À ce titre, tant des acteurs politiques que le FNDC ne seraient valablement échappés à des poursuites judiciaires. Dès lors, vouloir poursuivre ces organisateurs de manifestations serait une violation de leurs droits constitutionnels. Et on ne saurait non plus les exiger le respect du principe de l'autorisation préalable des manifestations, car à l'époque, il est évident qu'il y aurait des obstacles d'ordre administratif pour l'obtention de ces autorisations. Par contre, cela soulève la question de qu'en est-il des auteurs de ces violences avérées ou présumées? Qu'en est-il des violences commises par des policiers, des gendarmes ou encore des militaires? Vous savez qu'en matière pénale, il y a la théorie de baïonnette intelligente. C'est ce qui constitue la condamnation de l'obéissance à un ordre manifestement illégal. Donc, ces personnes qui auraient commis ou exécuté ces ordres ne pourront pas s'échapper ou se dédouaner de leurs responsabilités en matière pénale. Vous demandez la poursuite de tous ceux qui avaient organisé des manifestations et au cours desquelles des violences et des destructions des biens publics et privés auraient été commises. Est-ce que vous demandez par là la poursuite contre les organisateurs de ces manifestations ou contre ceux qui auraient commis des casses? Certes, vous êtes mieux placé pour savoir que si la responsabilité pour faire d'autrui peut aisément être retenue en matière civile ou administrative à des fins d'indemnisation, mais la responsabilité pénale, quant à elle, reste personnelle. Nul ne peut se voir infliger une peine pénale pour un acte qu'il n'aurait pas commis ou n'aurait pas été associé par voie de complicité. Et comme l'affirme Antoine Loisel, un crime, point de garant. Ainsi, dans le cadre des manifestations, il est exclu que des organisateurs puissent faire l'objet d'une poursuite pénale. D'ailleurs, pour faire un peu du droit pénal, il faut rappeler que récemment, l'État français avait été condamné pour des actes commis par des manifestants lors des manifestations des Gilets jaunes en 2019. Et pour la simple raison, il a été retenu que l'État, pour sa fonction de garant de l'ordre public, il aurait failli à sa responsabilité. Et par conséquent, il lui revenait de réparer les dommages causés vis-à-vis des victimes, en l'occurrence la ville de Paris. Par ailleurs, Monsieur le procureur général, si la poursuite dont vous envisagez doit se faire contre les casseurs, il faudrait sans doute peut-être commencer à construire de nouvelles places de prison au vu du nombre de personnes qui auraient pris part à ces différentes manifestations. Cependant, tout n'est que de l'utopie à ce point, car il n'y a aucun moyen juridique valable permettant d'engager une telle poursuite, d'autant que les présumés coupables ne sont ni identifiés ni identifiables. Et pire encore, que la seule base de poursuite relèverait des dénonciations qui seront sans doute aussi sous l'anonymat du dénonciateur et dépourvues de preuves irréfutables. Si la volonté d'engager la responsabilité pour des crimes commis dans le cadre politique, alors il sera mieux que la poursuite soit engagée par le ministère public qui est déjà censé agir dans l'intérêt de la société. Sinon, vouloir engager ou entamer une procédure pénale sur la seule plainte du FNDC risque de se heurter à un obstacle juridique majeur, entraînant l'échec de la procédure. Ainsi, les procédures engagées ne seront pas l'unique argument du FNDC, ni sur des simples dénonciations.
Le ministère public pourra éventuellement requérir des preuves solides. Ensuite, les poursuites doivent être limitées à des personnes réellement susceptibles d'être liées à ces crimes, notamment le chef de l'État de l'époque. Car d'une part, il ne sera pas juridiquement facile de poursuivre tout un membre du gouvernement pour les faits constitutifs des crimes invoqués par le parquet. Et d'autre part, il sera strictement impossible d'identifier et de poursuivre toutes les personnes qui ont contribué à la destruction des biens publics et privés lors des manifestations. En dernier, les poursuites contre les organisateurs des manifestations visées doivent être exclues, car le contexte de la situation à l'époque ne permettait probablement pas l'obtention d'une autorisation préalable pour tenir ces manifestations. Revoir ces cadres de poursuite reste primordial pour le déroulement des procédures pénales et l'espoir de trouver une issue certaine. Car qui dit procès dit aussi des moyens financiers. Alors, il ne faudrait pas que la justice entame une procédure qui entraînerait un gaspillage des deniers publics. Si les fondements des poursuites restent à cet état, un bon cabinet d'avocats ne mettrait pas trop de temps pour démonter ces dossiers et donc entraîner la libération immédiate des personnes mises en cause et dont ces personnes ne pourront plus faire l'objet de poursuites pour les mêmes faits au nom du principe de non bis in idem, c'est-à-dire l'impossibilité de poursuivre pour les mêmes faits. Ainsi, une mauvaise justice fera donc libérer des potentiels coupables. L'ambition qu'aspire le procureur général de combattre l'impunité est salutaire, mais les difficultés qui se présentent sont nombreuses. À ce titre, il faut estimer qu'il y a mieux à faire. La justice guinéenne a d'énormes défis à relever. Au lieu de s'engouffrer dans une impasse judiciaire qui n'aura ni une procédure claire, ni une issue certaine, il vaut mieux commencer par résoudre des affaires beaucoup plus précises et qui attendent pour certains depuis des décennies. Il y a des crimes sous la Première République, en l'occurrence l'affaire de Camboiro et autres, des crimes commis sous la Troisième République avec les événements de janvier-février 2007 et tant d'autres, mais aussi l'affaire du stade du 28 septembre en 2009. Ces affaires attendent aussi d'être résolues. Et même récemment, les événements du 5 septembre 2021 ne sont pas exempts de toute accusation de crime. En Guinée, il y a eu tant de crimes. Chaque régime a réussi à constituer cet tas de victimes. Doit-on vraiment chercher à résoudre tous ces problèmes par voie judiciaire ou faut-il privilégier des modes alternatifs? Monsieur le procureur général, nous estimons qu'il serait opportun de s'abstenir, de s'enliser dans des batailles judiciaires qui n'aboutiront au final qu'à des non-lieux ou simplement à des condamnations abusives. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas poursuivre d'éventuels coupables de ces crimes, de ces violences, mais trouver des bases solides, irréfutables, afin de ne pas se trouver dans une bataille dont vous serez certain d'échouer à la fin, ou de faire des condamnations qu'on appellera des condamnations par vengeance, ou en tout cas par haine. Il vaut mieux faire du droit un outil de consolidation de la cohésion nationale au lieu d'en faire une arme de division de la nation guinéenne qui est déjà beaucoup trop fragilisée. Les sentinelles pour une Guinée unie et prospère. Vive la Guinée!